à face. Le face-à-face avec Michel Maffezoli, sociologue, philosophe, pour ses deux livres, Logique de l'assentiment et Le temps des peurs aux éditions du Cerf. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Alors comme d'habitude, que vais-je dire, recevoir Michel Maffezoli n'est jamais du masochisme, c'est toujours un moment de plaisir et d'instruction. Michel Maffezoli, d'abord, que vous suggère cette information de cette Coréenne du Nord qui découvre les États-Unis du woke, de la cancel, du politiquement correct et du genre? Oh, je ne sais pas si je peux répondre parce que je suis de longue date un américanoïaque. Donc, j'ai toujours... C'est le cas de le dire. J'ai toujours considéré, même comme certains de mes amis qui aimaient bien les États-Unis, que c'est un peuple de bâtards. Oh, vous exagérez. Excusez-moi, je sais que c'est pas bien de dire ça, je le sais, mais vous me questionnez, donc je suis obligé de plusieurs fois. Carrément un peuple Oui, de des bâtards. bâtards de l'Europe, c'est-à-dire que dans le fond, ils ont pompé tout, hein, ils ont pompé les idées, etc. Maintenant, avant c'était l'Europe, nombre d'intellectuels qui sont partis, hein, notre intellectuels juifs qui sont allés se refugier. Les États-Unis européens, oui, tout. Oui, exactement. Et puis maintenant, c'est l'Asie, d'une certaine manière. Hein. Moi, bien sûr. J'ai certains de mes anciens étudiants qui sont professeurs dans diverses universités et qui me disent finalement il y a assez peu d'Américains stricto sensu, mais il y a par contre des voilà. Donc oui, je comprends que vous n'avez pas pour l'Amérique les yeux de Chimène. Pas du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors parlons de vos deux livres en même temps chez le même éditeur, d'ailleurs les éditions du Cerf, Le temps des peurs et La logique de l'assentiment. Commençons peut-être par le livre qui est peut-être plus difficile, plus philosophique, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup et m'a beaucoup plu. L'autre aussi, d'ailleurs, bien sûr. Mais cette logique de l'assentiment, parce que c'est intéressant que dans un monde où ce n'est pas la peur de tout, la lutte de tous contre tous, comme disait Hobbes, c'est pas peut-être pas la peur, la méfiance et la haine. Vous vous dites non, c'est le moment de dire oui et d'être ouvert à la vie, aux sentiments, à l'émotion, à tout cela. C'est ça. L'assentiment, c'est quoi pour vous? L'assentiment, le sous-titre du livre, vous venez de le rappeler, dire oui à la vie, tout simplement parce qu'il y a une vieille tradition, je dirais, dans notre culture, en France, mais d'une manière européenne, qui a été cette espèce d'influence hegeliano-marxiste, je dirais, depuis la fin du 19e siècle, qui, dans le fond, toujours disait non. Hein, non à ce qui est en fonction de ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui devrait être, etc. L'esprit qui dit non. L'esprit qui toujours dit non, c'est le Méphistophélès de Goethe. Je ne vais pas le dire en allemand parce que ma prononciation est trop mauvaise. Mais c'est ce qui s'est répandu, dans le fond, dans l'intelligentsia. Hein. Moi, je considère, voyez-vous, je prie de m'en excuser par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les États-Unis, qu'il y a dans l'intelligentsia française une espèce de, pour des gens qui n'ont pas lu Marx, d'ailleurs, mes chers collègues, mais il y a une espèce de marxisation des esprits qui repose sur ça, dire non. Moi, j'ai été formé, je dois vous avouer, par la pensée nietzschéenne, si je révèle mes sources, et c'est une pensée affirmative, hein, c'est-à-dire la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. En gros, voilà. Et que d'une certaine manière, dans la sagesse populaire, qui pour moi est quelque chose... Une formule de Malraux, d'ailleurs. C'est très joli. Je ne savais pas ça. Ben oui, les grands esprits... Je ne le savais pas. Eh bien, au contraire, moi je dirais, à partir de cette sagesse populaire, il y a un oui qui est là, subreptice. Alors, vous voyez, si je fais une petite histoire, puisqu'après tout, vous m'invitez gentiment, mon premier livre, qui a été publié en 1976, s'appelait « Logique de la domination ». Et c'est-à-dire comment il y avait cette domination économique, symbolique, etc. Et dès l'époque, moi, je montrais qu'il y avait une manière de ruser par rapport à cette domination. Et logique de l'assentiment, qui est le pendant, je ne sais plus combien... presque 50 années plus tard. En gros. Et c'est pour ça que je l'ai appelé logique de l'assentiment. C'est en pendant de mon premier livre, c'est de montrer que, voilà, j'ai poursuivi cette longue carrière en essayant de montrer que tant bien que mal, au-delà, encore une fois, des diverses impositions, et nous pourrons en parler, vous le disiez il y a un instant, au-delà du mensonge généralisé, qui est celui de l'intelligentsia, un chapitre que j'ai consacré dans l'autre livre au complotisme, en fait, tout ce qu'on va appeler complotisme, et vous en savez quelque chose, bien qu'à l'opposé de cela, il y a, de mon point de vue, d'une manière un peu secrète, quelque chose qui, dans le peuple, c'est dire oui.
Tant bien que mal, voyez. Parce qu'on se dit, enfin, après tout, la vie est là, et autant la vivre bien dans cet intervalle entre... Pour moi, l'idée fondamentale, si vous voulez, qui restera et qui est mon obsession ou mon dada théorique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Les deux. Un dada peut être obsessionnel et une obsession peut être chevaline. Mais un de mes maîtres, Gilbert Durand, parlait des idées obsédantes, comme ça, qui étaient à la base des œuvres importantes. Par exemple, la sonate de Vinteuil de Proust ou d'autres de cet ordre. Alors moi, mon idée obsédante, c'est ce que je dis il y a un instant, ruser. Être double et dupe. C'est s'adapter ou contourner ou les deux. Se dépatouiller. Je peux le dire de manière plus vulgaire, je ne le dirai pas, mais dans le fond, c'est quelque chose de cet ordre qui, pour moi, me paraît être un des éléments. Et quand je vais, encore une fois, je suis d'un petit village des Cévennes, quand je vais là où j'apprends beaucoup, puisque dans le fond, mes écrits ennuyeux, mes livres ennuyeux, ne font tout simplement que cristalliser ce que j'entends dans le café du commerce chez moi, ma parentèle, mes amis, etc. Et c'est cette idée-là, encore une fois, on va ruser avec le système. Eh bien, on va continuer ce café du commerce avec Michel Maffezoli et ses 2 livres après cette petite pause. À tout de suite. Mais avant cette petite pause, un moment important, c'est le moment de découvrir notre gagnant du grand jeu de la Saint-Valentin Sud Radio. Et on accueille Cédric, qui est le gagnant. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. Alors Cédric, bonjour, André. Bonjour Emmanuel. vous avez gagné votre séjour bel en bras de 2 nuits dans un logement de catégorie confort en famille pour 4 personnes dans un bel en bras club niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations, les pieds dans l'eau, au cœur de la nature, au pied des pistes. Voilà Cédric, bravo. C'est très gentil, merci beaucoup. Est-ce que C'est vous avez- un très joli cadeau pour la Saint-Valentin. Vous Eh avez bien, une compagne vous avec savez- qui le partager? Voilà. Oh oui, madame. Bon. Je veux bien. Et n'oubliez jamais, Cédric, c'est notre motto d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. C'est l'amour, exactement. Merci beaucoup André, merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup Cédric. Et à tout de Merci. suite sur Sud Radio. Oui, très bien, merci beaucoup. Et Michel Maffezoli, dans tous ses livres, et notamment 2 livres qui sortent en même temps aux éditions du Cerf, La logique de l'assentiment, on a commencé d'en parler, et Le temps des peurs. Alors, on va parler un peu de... En fait, c'est, je dirais, deux faces d'une même médaille qui consiste à dire, est-ce qu'on a... Parce qu'on voit très très bien comment on cherche actuellement, comment la peur est d'abord une mauvaise conseillère, mais surtout une logique du pouvoir qu'on cherche à nous imposer partout. C'est pas en France, etc. On l'a vu avec le narratif du Covid, on l'a vu avec le narratif Russie-Ukraine, et on voit avec le narratif, faut bien le dire, de ces appels à réduire un peu la liberté d'expression, de dire voilà, tel est dans le bon sens et du bon côté du manche, tel ne l'est pas, donc il faut pas, le camp du bien ne doit pas laisser le camp du mal s'exprimer, sinon c'est ce que ça donne, etc., etc. Alors, Michel Maffezoli, justement, votre livre, Le temps des peurs, vous dites, effectivement, nos peurs peuvent-elles être instrumentalisées? Bien sûr qu'elles le sont. Oui. Le temps des peurs, c'est dans le fond cette espèce d'imposition d'une pensée unique, fondamentalement. Moi, les gens de mon âge, nous avons lu Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel. Et dans cette unidimensionnalité, il dit bien exactement ce que vous indiquez. Attention, il n'y a pas un bien et un mal. Enfin, il y a quelque chose qui fait que la vie, permettez-moi encore une fois de citer en latin Nicolas de Cuse, coincidentia oppositorum, la coïncidence des choses opposées. C'est ça la vie, un point c'est tout, voilà. Et que ce qui est en jeu actuellement, au travers d'ailleurs de mensonges que l'on sait, généralisés, moi j'appelle ça des sincérités successives, ce que vous disiez de Véran tout à l'heure. C'est très joli. C'était, vous savez, enfin quelqu'un que nous aimons bien tous les deux, Guy Debord, disait dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du fou. Exactement, je me souviens bien de cette formule, bien évidemment, puisque Debord est celui qui m'a dépucelé, théoriquement, j'entends. En son temps. Voilà, peu importe cette idée, encore une fois, de savoir poser des questions, ce qu'on ne veut plus. C'est ça l'Inquisition, fondamentalement. Vous voyez, là, encore un petit détour, si vous me permettez, puisque vous prenez le risque de m'inviter. Quand Aristote fait la différence entre la pensée
et la doxa, c'est-à-dire l'opinion. L'opinion, oui. Et la seule différence, c'est poser bellement des questions. Kalos apoierestai en grec, c'est-à-dire poser bellement quasiment des apories. Voyez, et donc, l'aporie, c'est un col de haute montagne qui est difficile à franchir, si vous voulez. Et donc, en fait, le pouvoir, ou tous les pouvoirs, n'aiment pas que l'on pose des questions, en fait. C'est le vrai problème actuel. Et c'est chaque fois que quelque chose est en fin de course, pour moi, ces élites sont en fin de course. Comme cela s'est présenté, je ne sais pas moi, avant la Révolution française, à la fin du Moyen-Âge, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a régulièrement, chaque 3-4 siècles, quelque chose qui est la circulation des élites, dirait Pareto. Et je crois que nous sommes dans ce moment. Et dans ces moments-là, ces élites, pressentant leur fin, deviennent totalitaires. C'est Julien Freund qui disait... vont vers la répression, en tout cas une certaine répression. Oui. Très précisément, des combats d'arrière-garde. On le sait que dans l'armée, les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants. On tue puisqu'on pressent qu'on a perdu. Pour moi, c'est mon sentiment actuellement. Cette élite, et quand je dis élite, attention, politique, journaliste, experts, ceux qui ont le pouvoir en gros, voilà, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, pressentent bien que les valeurs qui étaient la leur, l'individualisme, le rationalisme et le progressisme ont fait leur temps. Et que ce qui est en jeu actuellement, pour moi, c'est un peu ce que j'ai décrit dans mes livres, les tribus, les communautés, les nous, l'émotionnel, le présentéisme, etc. Et là, il y a ce décalage entre la société officielle qui reste intolérante, totalitaire, et puis une société officieuse auquel moi je rends attentif, c'est mon travail depuis de longues années, ces jeunes générations en particulier, et j'en rencontre moi souvent de ces jeunes qui viennent voir, discuter avec moi, et je trouve une vraie vitalité qui, ces jeunes générations savent poser des questions, alors que le pouvoir totalitaire, je me fais bien comprendre, ne veut pas la question. C'est le processus d'inquisitoire. Oui, mais Michel Maffezoli, est-ce que vous jetez pas le bébé individu avec l'eau du bain? Parce que la liberté d'expression n'est-elle pas quand même liée au fait que le pouvoir ou les pouvoirs, quels qu'ils soient, ils n'aiment pas les individus. Ils veulent avoir des troupeaux, quels qu'ils soient, bien organisés. On les nourrit, mais fichez-nous la paix, puisqu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. L'individu, quand même, est l'individu aussi qui résiste. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, cher ami. Alors, de longue date, j'ai considéré que l'individualisme, c'est ce qui a marqué la modernité. Je pense donc je suis. De la perspective cartésienne, et que actuellement, ce qui est en jeu pour moi, c'est la personne et pas l'individu. L'individu est indivisible à une identité. La personne est plurielle. Ça veut dire, je suis embêté de le dire. Je n'ai pas qu'une dimension. Non, voilà. Et pour moi, c'est ce que j'appelle actuellement un personnalisme communautaire. Qui est en jeu. C'est-à-dire, dans le fond, au-delà de la formule cartésienne, ces jeunes générations disent « je m'éclate ». Et dans ce « je m'éclate », il y a quelque chose qui fait que ce n'est plus l'individu qui a une identité fermée, mais au contraire une personne, ce que dit Rimbaud, « je est un autre ». Il faut écouter les poètes. Oui, d'abord. Oui, mais Michel Maffezoli, continuons cette discussion, c'est très intéressant. Et vous dites le personnalisme communautaire. Mais attendez, le personnalisme communautaire ne peut-il amener au repli communautaire, et c'est ce que vous dénoncez, que ce soit le genre, ou la religion, ou l'ethnie, ou etc. Soyons clairs, quand quelque chose est à l'état naissant, c'est pour le meilleur et pour le pire. On voit souvent le pire. On voit le pire, On le voit. Non, mais il existe, il est là. Moi, je ne suis pas naïf, je veux pas. Je pourrais être encore plus violent sur le pire. Certaines petites tribus ou communautés envahissantes et dangereuses de mon point de vue, mais je n'en parlerai pas maintenant. Mais avoir toujours le verre à moitié vide, on ne le voit pas parfois à moitié plein. Vous voyez, par exemple, Internet aidant, ce qui est intéressant, et pour moi c'est ça, les communautés, les tribus, c'est le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, consommatoire, sportif, etc., peu importe. Et que, en gros, on va participer à ces tribus. Et c'est ce qui est en jeu dans les réseaux sociaux, les forums, les Twitter, les blogs, etc., etc. Voilà, donc je suis conscient et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je l'ai même écrit à bien des égards, que ça peut être le pire. Oui, parce que, si vous voulez, la seule chose, je veux dire, c'est les réseaux sociaux, je partage totalement votre opinion. Là, je vois beaucoup plus le verre à moitié plein. Il est pour moi 2 tiers plein et un tiers vide.
ou en tout cas pire. Mais le problème par rapport à ça, qui est vraiment le fond du problème, c'est de se dire, est-ce qu'il ne vaut pas en fait, est-ce qu'il ne vaut pas s'enfermer dans tel ou tel genre, tout le tel, c'est-à-dire que, est-ce que je ne vais pas ne discuter qu'avec mes clones, CLONES bien sûr, et avoir, vous savez très bien que les algorithmes produisent des gens qui sont près de nous, et je parle du safe space dont parlait la Coréenne du Nord. Vous savez, les safe space américains, on ne rencontre que des gens qui sont du même avis que vous. Est-ce qu'on n'a pas ce risque, quand même? Alors, soyons clairs, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, les risques sont là. Quand quelque chose est à l'état naissant, c'est jamais uniforme. Hein, donc, de fait, il existe. Je veux personnellement rendre attentif au fait qu'à côté de ces risques, il y a des avantages. Alors, en gros, si vous voulez, moi, ce qui me paraît être en jeu, prenons des mots très simples. Comment ressurgit des termes comme solidarité, générosité, partage, qui sont des mots ringards, si je puis dire. Oui, enfin, que l'économicisme avait des places, avait des qui sont des beaux mots. Ce sont des beaux mots. Je le trouve, et qui reviennent actuellement. Et c'est ça hein, qui est pour moi la définition de la postmodernité, puisque je suis un tenant de cette postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Ça veut dire démultiplication des effets, synergie, archaïque, ce qui est fondamental, arché. Générosité, solidarité, etc. Et le net activisme et la cyberculture. Alors, il se trouve, si vous voulez, que tout de même, c'est plutôt cette tendance qui est en train de dominer, de mon point de vue. Hein, c'est-à-dire rencontres, échanges, etc. Et on l'a vu dans le soi-disant confinement ou autre, je ne sais plus quoi, couvre-feu, qui s'était... les choses de cet ordre. Moi, que ce soit dans le petit village où j'étais ou que ce soit dans le quartier où j'habite à Paris, c'était chaque soir des apéros, c'était chaque soir des rencontres, Internet aidant. Vous comprenez? C'est-à-dire que... C'est vrai. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, il y a un problème qui est celui de l'enfermement, je suis d'accord. Mais ma métaphore de la tribu, c'est dire qu'on va virevolter d'une tribu à l'autre. C'est ça la personne. La personne a des identifications multiples. Je peux être maintenant le professeur bon chic, bon genre, avec la vêture ad hoc, et ce soir traîner dans les boîtes malfamées avec une autre vêture. Soyons nomades et transversaux. Très bien, Michel Maffezoli. On se retrouve après une petite pause avec lui. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller, questionner le philosophe sociologue Michel Maffezoli. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le temps des peurs. Logique de l'assentiment. Le temps des peurs. On le voit, on le connaît et on essaie de s'en prémunir. Et justement, les livres de Michel Maffezoli aident à s'en prémunir. D'abord à les comprendre et surtout à s'en prémunir après, faire attention. Mais parlons de cela justement. Vous disiez justement, on est un peu dans une espèce, on parlait de la liberté d'expression, on parlait de tout ça. On a parlé de la très sainte Inquisition qui essaye de monter un peu partout. Hein. Elle est sans frontières, cette Inquisition. Et puis de l'autre côté, ce que vous disiez, Michel Maffezoli, c'est qu'au fond, on est vraiment devant... En fait, il y a quand même un combat et un effort à faire. Est-ce que parce que vous décrivez cela, mais si les gens vous disent, oui, d'accord, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pas de conseils pratiques, hein, c'est pas des fiches cuisine. Mais quelle est la disposition intellectuelle, mentale à avoir face à ces peurs, face à cette espèce de rétrécissement qu'on essaye de nous faire passer comme du bon pain? Attention, hein, moi je suis pas un curé. Hein. Je ne crois pas. Alors. Je n'ai pas parlé au Saint-Père, Michel. Hein. J'aurais bien aimé l'être, mais disons que je ne le suis pas. Je veux dire par là, c'est pas moi qui vais donner une solution. Hein. On travaille du savant et du politique, alors que nombre de mes chers collègues s'engagent politiquement. Ça n'a jamais été mon cas, personnellement. Voilà. Uniquement. Juste un mot, pourquoi? Parce que je considère qu'il y a une vraie différence entre... J'ai été éduqué dans cette perspective de neutralité axiologique que l'on me reproche à bien des égards. Hein, dans mon domaine en sociologie, tout le monde était de gauche, c'était pas mon cas. Donc, d'une certaine manière... Sulfureux. Et du coup, j'ai été pas mal critiqué par mes chers collègues pour ça. Peu importe, moi je considérais que cette vieille tradition weberienne qui est la mienne, hein, le savant et le politique, et qu'après tout, on est bien dans son travail,
dans son voilà. travail, Mais moi, c'est pas une dénégation du politique. C'est tout simplement, j'essaie de donner des éléments de manière à ce qu'en fonction de l'engagement religieux, politique, syndical, pourquoi pas. Vous expliquez. Je dis, voilà, je constate un certain nombre de choses en la matière. Alors, dans cette perspective, oui, il y a des espèces de rigidification qui sont l'introduction en France de ce côté wokiste, je dirais, c'est-à-dire au nom de la race, de la couleur, du genre, etc. Voilà. Et qui, d'une certaine manière, reproduisent, je sais que ce que je vais dire est un peu gênant, mais reproduisent, c'est la fin, encore une fois, un combat d'arrière-garde de la philosophie des Lumières, qui considérait qu'il y avait des droits, les fameux droits de l'homme. Une grande dame de la pensée, qui est la philosophe Simone Weil, la philosophe, cette philosophe rendait attentif au fait qu'il fallait être attentif au fait aux obligations. Oui. On parle de droit, il faut parler de devoir. Voilà, et qu'en gros, c'est ça, le dit obligation et devoir d'ailleurs, etc. Devoir, et on l'a oublié. Et le phénomène woke est une manière d'oublier, dans le fond, ou de pousser jusqu'au bout. J'ai droit à, mais ne parlons pas de mes devoirs. Voilà, en gros. Et poussant jusqu'au bout sur une spécificité qui est légitime. Moi, je comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais cela en faire un universalisme, puisque c'est un peu cela qui est en jeu. Voilà le vrai danger. Voilà alors ce qui aboutit à ce que vous indiquez tout à l'heure, le space, que je ne sais plus quel est. Le safe space. Le safe space, etc. C'est un espace protégé où je n'aurai pas de contradiction. Voilà. Et là, c'est tout simplement c'est ça le totalitarisme. C'est la prison. Pas de contradiction. Voilà, c'est la prison. Et de fait, dès le moment où il y a ce totalitarisme, à l'époque, j'avais dit sottement d'ailleurs, ce totalitarisme doux. Prenant des distinctions, montrant que cette pseudo-démocratie n'était pas la même que les nazis ou que les communistes. Là, il y avait des totalitarismes. Mais maintenant, je considère même que cette expression, les totalitarismes doux, est trop gentille, si je puis dire. Oui, ça voilà, et ne correspond pas à ce qui est en jeu, puisqu'il y a un vrai totalitarisme qui me paraît être là, à partir de cette espèce de verticalité, encore une fois, de celui qui sait. Moi je sais, toi tu sais pas, ou moi tu te soumets, je te protège, enfin etc. On pourrait les décliner. Et comme toi tu ne sais pas, ferme-la, voilà, parce que tu n'as pas à parler. En gros c'est ça, on revient à cette idée fondamentale qui est celle du questionnement, voilà, qui est la belle idée. Heidegger disait le questionnement c'est la piété de la pensée. Ouais, joli. Belle formule. Belle formule. Et est-ce que le binôme, l'opposition justement, on ne parle que de droit, j'ai droit à, et on oublie ses devoirs. Non, je ne dois rien à personne et surtout pas à moi-même. Est-ce que le binôme liberté-responsabilité joue aussi un rôle, ou le même rôle ou pas pour vous écoutez, je suis un peu gêné de vous répondre. Je crois que tout comme c'est la fin, de mon point de vue, de l'idéal démocratique, et excusez-moi, cher ami, je pense que c'est aussi la fin de la liberté. Ah, carrément. Carrément. Vous êtes optimiste, là. Je vous dis, auditeur de Sud Radio, prenez pas des calmants, attendez, lisez. Non, mais l'idée je veux dire par là que c'est la dépendance qui va prévaloir. L'attribut, c'est la dépendance. La communauté, c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez, je crois, du cul des Andalous, non, je ne sais plus bien. Oui. Bon. C'est la chanson. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalous? C'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour. Alors, pour la Saint-Valentin, voyez, moi, j'étais inspiré par un philosophe, sociologue allemand qui s'appelle Max Scheler, qu'on ne connaît pas trop en France, mais qui a écrit divers livres d'actualité sur le ressentiment. Par exemple, à mon avis, il y a du ressentiment dans l'air, le totalitarisme politique. Mais en même temps, il a un très beau texte qui s'appelle Ordo Amoris, l'ordre de l'amour. Pour moi, c'est cela qui est en gestation actuellement, un ordre de l'amour. Oui. C'est amusant parce qu'amour et ordre, en général, ça ne va pas ensemble. Ordre de l'amour, c'est-à-dire ce grand théoricien de l'anarchie qui a été un de mes inspirateurs, Élisée Reclus, disait l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Voilà. Et donc, dans le fond, il peut y avoir un ordonnancement des choses sans instance surplombante, en gros, si vous voulez. Et Ordo Amoris, j'insiste là-dessus. Vous voyez, je pense qu'il y a en effet dans ces communautés quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, mais c'est plus de la liberté, c'est de la dépendance. Dans l'amour, vous êtes dépendant de l'objet amoureux. Oui, mais alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec ce que vous allez dire? Ce qui dit dépendance va beaucoup moins parler de ses devoirs que de ses droits. Puisque je suis dépendant, on va s'occuper de moi. J'accepte
Ma Oui. dépendance, je la chéris, je la cultive. Occupez-vous de moi, tout va bien. Non, il y a dans cette... Oui, bien sûr, c'est une des possibilités, soyons clairs, encore une fois. Toutes les choses sont ambivalentes. Mais quand je dis dépendance, je m'inspire, si vous voulez, de ce qu'étaient les écrits de Saint Bernard décrivant sa communauté monastique, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Et c'est en ce sens... Communauté où tout le monde repose sur tout le monde. Participe avec des choses qui sont différentes. Ce n'est plus l'égalité. C'est pas la liberté, ce n'est pas l'égalité, c'est un ordre hiérarchique qui est en gestation. La postmodernité va être hiérarchique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hiérarchies différentes. C'est un peu difficile ce que je dis, mais... Non, mais c'est intéressant. Et je vais vous dire pourquoi. Non seulement j'affectionne beaucoup Michel Maffezoli et j'aime beaucoup ses livres, c'est parce que c'est le seul anarchiste que je connais qui porte en permanence un nœud papillon. Et ça, je peux vous dire, quelqu'un qui fait ça ne peut pas être complètement, ne peut pas se tromper complètement. C'est pas possible. Vous êtes très aimable. On va peut-être, Lucien, recevoir les auditeurs. Tout à fait. Au 0826 300 300, vous continuez de nous appeler et on commence avec Françoise d'Alès. Bonjour Françoise. Oui, Bonjour Françoise. Bonjour André, voilà, je voulais vous dire que, comme d'habitude, votre émission est absolument passionnante. Merci. Voilà, et je voulais vous dire aussi, dire à Michel Maffezoli que j'adhère à parfaitement à ce qu'il dit, et pour commencer à son amour de la vie, parce que je trouve qu'il a cité Nietzsche, et je crois que Nietzsche avait écrit dans une période où il souffrait beaucoup, que quand même que la vie valait la peine d'être vécue, et je suis d'accord avec lui, parce que si, voilà, on n'apprécierait pas les mauvais moments s'il n'y avait pas on n'apprécierait pas les bons s'il n'y avait pas les mauvais. Mais voilà, moi je me pose une question, parce que donc nous sommes quand même dans une société capitaliste, une forte influence capitaliste, et je suis étonnée que du grégarisme, c'est-à-dire cette sorte de, je sais pas, de pessimisme des gens qui suivent. Il y en a quand même qui se réveillent maintenant, mais je suis étonnée que dans une société quand même capitaliste, qu'on suive un peu à l'image de la Chine, à l'image des pays asiatiques. Ça m'a posé question, ça. Oui, vous voulez dire qu'on ne suit pas la grande tradition européenne de la liberté, etc. Non, ça me paraît paradoxal, ça. Michel Maffezoli. D'abord sur Nietzsche. Vous cultivez ce paradoxe. Nietzsche était, d'abord, avant de répondre, il y a Nietzsche qui était amoureux, c'est quand même à ce moment-là, quand il est en amour avec Lou Andrea Salomé, et il y a des très belles, d'ailleurs, des belles photos qui rendent compte de cet amour, et c'est vrai que c'est à partir de là qu'il a eu cette pensée affirmative. Voilà. Après, ça se diffracte de diverses manières, mais le fil rouge, le cœur battant de son travail, c'est cette pensée affirmative. L'étoile qui danse, voilà, etc. Il y a des très belles pages. Alors, sur le grégarisme, oui, c'est vrai que c'est une réalité qui est là. Soyez attentifs. D'abord, vous avez souligné, madame, qu'il y avait des réveils actuellement, et c'est vrai qu'on le voit comme étant, je dirais, autant d'indices, index, ce qui pointe. Il faut être attentif à ces indices-là, qui montrent bien qu'il n'y a plus tout à fait cette même soumission, premièrement. Deuxièmement, cette soumission, et je suis de cette génération-là, c'est que des vioques. Les 68 arts, c'était notre ami Guy Hockenheim qui sont passés du col Mao au Rotary. Il dénonçait ceux qui sont bien passés évidemment, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Et moi je pense, c'est-à-dire, et moi je le vois, excusez-moi, c'est les gens de ma génération qui sont des conformistes absolus, à bien des égards. C'est eux qui ont mis la muselière et qui ont développé ces gestes barrières et tout à l'avenant. Il se trouve, et là, madame, c'est ce à quoi je vous rends attentif, c'est parmi ce réveil, puisque vous avez employé ce mot qui me paraît judicieux, il y a, soyez attentifs à l'attitude des jeunes générations. Voilà, donc, c'est un peu, là encore, une espèce d'obsession, peut-être parce que j'aime trop les jeunes, mais enfin... Est-ce que c'est pas une obsession de vieux, ça? Un peu, oui, non, ça c'est certain, mais il se trouve que je discute beaucoup avec des jeunes étudiants de Sciences Po, de philo, de droit, par exemple, et je suis fasciné, pas des sociologues d'ailleurs, tiens, c'est amusant ça. Et je suis fasciné par l'espèce de vitalité qui est la leur, le réveil. Voilà. Alors, on va discuter tout ça, mais enfin, disons que soyons-y attentifs. Il y a, c'est vrai, une certaine forme de grégarisme, puisque c'est le terme qui a été employé. Mais en même temps, il y a quand même des formes de réveil. Le mot, moi, me convient parfaitement.
Lucien. On va tourner une rapide page de pub et on continuera de vous recevoir, chers auditeurs, au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face avec Michel Maffezoli et vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Mattesoli, bonjour monsieur André Berkoff. Merci bonjour. monsieur André Berkoff pour cette belle émission encore. Merci à vous. Oui, Dites-nous Guy. Oui. Ce que je dis, oui, effectivement, monsieur Mattesoli a bien dit les choses, il y a du redressement. Tout le monde ne fonce pas dans l'air du temps comme la cancel culture ou le wokisme, et bien heureusement. Tout le monde ne se conduit pas comme cette feuille d'arbre qui se détache volontairement de la sève nourricière et qui finit par être entraînée dans le tourbillon de l'air du temps et par s'écraser sur le sol. Heureusement, Bravo. il reste des feuilles sur les arbres. Voilà, c'est ce qui permet de... Vous savez ce que disait Guy, le coup. je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une phrase qui m'avait vraiment ravi. Il disait être dans le vent, c'est une logique de feuille morte. Oui, ouais, c'est une chose qui m'a. Bon, par contre, malheureusement, on n'a pas une bonne directivité, une bonne direction dans notre pays. Hein, quand j'entends cette versatilité de la part des dirigeants, j'allais dire des élites, mais pour moi, ce ne sont pas des élites, malheureusement, depuis des dizaines d'années. Ouais. Donc c'est cette versatilité nous allons écraser l'économie russe, mais c'est de la vantardise, c'est d'un comportement hautain et méprisant. Il ne faut jamais sous-estimer la personne en face de soi. Bien sûr. Puis comment dire, ces paroles, nous allons donner 1 200 € à toutes les personnes qui sont en retraite, et puis un mois après, comme vous l'avez dit, monsieur Berkoff, un mois après, ah ben non, ce ne sera pas 1 200 €, ce ne sera que pour les personnes qui auront cotisé toute leur vie. Ça change tout le temps. C'est vrai qu'il est difficile pour le peuple de pouvoir se donner une direction. Et bien heureusement, il y a des gens qui se donnent une direction. Moi, j'en fais partie. Je ne me laisse pas prendre à tout cela. Et j'en parle autour de moi. Très bien, Guy. Merci en tout cas, merci d'être là et merci de vos mots, c'est très important pour nous. Lucien. Oui, merci beaucoup Guy. On accueille Benoît du Gard. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Berkoff ainsi que Maffezoli, qui est pas très loin de chez moi parce que je suis dans les Cévennes. Ah, très bien. Et je vous appelle pour vous dire que, écoutez, je me sens en tant que Français humilié, pris pour un imbécile, à tous les niveaux que ce soit, des gilets jaunes en passant par le Covid, en passant par la guerre en Ukraine, en passant par ce qui se passe avec EDF, en passant par les hôpitaux. Quel est le domaine où les Français aujourd'hui ne sont pas humiliés, piétinés, voilà. C'est voilà. C'est intéressant, Benoît. Je disais à Michel Maffezoli, c'est vrai que nous recevons ici à l'émission beaucoup de personnes qui partagent ce sentiment d'humiliation, ce sentiment d'être pris pour des imbéciles, ce sentiment d'être manipulé. On l'entend, en tout cas, je dois dire, on n'entend pas que ça, mais on entend beaucoup les paroles que vient de prononcer Benoît. Oui, mais en même temps, si vous permettez, cher ami, c'est vrai. Hein, et on le voit, puisqu'en effet, dans mon petit village, je le vois, et puis dans les amis, ce que nous voyons partout. En même temps, il y a une révolte là contre. Hein. J'avais écrit un livre qui s'appelait L'ère des soulèvements, préalablement. On en avait parlé. Disons-le très simplement par rapport à ça. L'abstentionnisme, voilà pour moi un soulèvement important. Vous voyez, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne me reconnais plus dans l'idéal démocratique. C'est les chiffres qui ne sont pas négligeables. Hein. Ce que l'on ne dit pas, moi maintenant, chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je le rappelle, les non-inscrits sur les listes électorales. 3 à 4 millions de personnes. Additionnez cela avec les votes blancs, les votes nuls, eh bien, on n'est plus dans la soumission. C'est une forme aussi, je dirais, de soulèvement, d'insurrection par rapport à ce qui est imposé. C'est clair qu'il y a une imposition, c'est clair qu'il y a un totalitarisme qui est là, et en même temps, ce que je viens d'indiquer est une manière, encore une fois, de ruser avec le système. Oui, mais alors, Michel Maffezoli, moi j'avais écrit un petit livre qui était le titre était provocateur, mais à dessein, qui s'appelait Abstention, piège à con. Je ne dis pas du tout que les élections changent. Oui. Mais si vous voulez, si les gens s'abstiennent, attention, je parle dans le sens philosophique du terme, est-ce que ça ne satisfait pas les pouvoirs en place ? Je veux dire, ils continueront à faire ce qu'ils veulent, ou justement à humilier, ou à manipuler, ou à traiter, en disant, écoutez, de toute façon,
personne ne bouge. Alors vous dites qu'il y a les soulèvements. On va en parler, c'est intéressant. Vous avez fait un livre là-dessus et très intéressant. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous estimez, alors, parlons de choses précises, les grèves qu'on a actuellement, il y aura demain, il y en a eu la semaine dernière, il y en a encore. On dit voilà, 1,5 million dit la police, 3 millions disent les organisateurs, etc., etc. Est-ce que pour vous, ça fait partie des soulèvements ou ça n'a rien à voir pour vous? Je vais vous répondre, mais avant, pour vous embêter un peu, cher ami, je rappelle une des phrases de, justement, Élisée Reclus, bel anarchiste, disait « Voter, c'est abdiquer ». Oui. Voilà, bon. Je veux bien. Non, mais c'est une belle phrase, mais je sais pas. Je le sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais ça peut se discuter. Mais bien voilà, j'aime bien ces formules un peu à l'emporte-pièce. À propos des soulèvements et des grèves auxquelles on assiste aujourd'hui. Pour moi, si vous voulez, actuellement, tout est prétexte, dans le vrai sens du mot. Prétexte, avant le vrai texte. C'est-à-dire, ça a été l'essence pour les gilets jaunes, le prix de l'essence. Ça a pu être pour les bonnets rouges, je ne me souviens plus ce qui était en jeu, voilà, etc. Et actuellement, c'est cette loi sur les retraites. Je vais vous dire encore, je considère que c'est pas ça qui est important. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas l'allongement du temps de travail qui est là en jeu. C'est que bonne occasion de se révolter. Et ça s'est récupéré. Moi, j'ai débattu avec des syndicalistes. Ils ne représentent plus grand-chose en France, soyons clairs. On sait que c'est 6% à peu près de la masse salariale, de la masse des employés, etc. Mais il n'en reste pas moins que là, actuellement, ils récupèrent. Mais ils sentent bien qu'ils sont submergés par le mouvement. Moi, je suis attentif à ces grèves, en tout cas à ces manifestations, qui peuvent être récupérées par les syndicats ou les partis politiques. Mais, encore une fois, c'est un prétexte. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, mon image, c'est que nos sociétés, actuellement, c'est un lac de montagne à l'eau étale. En dessous, ça grouille. Et puis, de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases qui sont énormes et en même temps éphémères. Ça cesse. Eh bien, voilà ce que j'appelle les soulèvements. Il y a un grouillement intérieur et m'intéresse ce grouillement, fourmillement, appelons-le comme l'on veut, etc. Et de temps en temps, ça prend n'importe quel prétexte. C'est-à-dire pour, en quelque sorte, se manifester. Il va y avoir un processus d'accélération de ces bulles. Un processus, encore une fois, un développement de plus en plus important. De plus en plus fort. À mon avis. Et même d'une manière qui risque d'être très violente à bien des égards. Oui, c'est ce que vous disiez. Voilà, et c'est un peu, là aussi, quelque chose auquel je rends attentif. Mais voilà, chaque élément, c'est plus la révolution, c'est plus le parti politique qui était avant-gardiste. Le peuple est un peu débile, moi je sais ce qui lui convient et je vais le tirer. C'est plus ça. Là, Internet aidant encore, il y a ces processus de bulles, de manifestations, de soulèvements de divers ordres. Et pour moi, ce qui est en jeu... Est-ce qu'on verra si ces bulles donnent un jour un tsunami à voir? Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, je suis parfaitement d'accord. Je pense que l'État aujourd'hui ignore complètement le génos grec, c'est-à-dire l'ensemble des origines. La fusis grecque, le croître de la vie. Et nous avons affaire à un gouvernement, pour ainsi dire, illettré, inculte. Et je pense que ça va leur coûter très très cher. Et puis ensuite, il ne faudrait pas croire gratuit le fait d'avoir jeté des balles en caoutchouc sur le peuple français. Je pense à cette étudiante en philosophie qui a eu la boîte crânienne fracturée. En tant que papa, je suis révolté. Il ne me viendrait pas à l'esprit de jeter une boulette en papier sur un policier, moi. Alors pourquoi nous devons recevoir soi-disant des balles en caoutchouc qui ne font pas de mal, mais qui amènent à l'hôpital des gens parfaitement innocents? C'est très très grave. Ça n'est pas grave. C'est très très grave ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Et il y aura pas de retour en arrière, moi je pense. Il faut bien comprendre ça. Écoutez, ça évidemment l'avenir le dira, et en tout cas c'est intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de prendre un dernier auditeur, Jean-Paul peut-être. On a rapidement le temps de prendre Jean-Paul, il faut faire court. Jean-Paul, oui, faites bonjour court. Jean-Paul. On vous connaît, Jean-Paul, je suis ravi de vous accueillir, mais essayez d'être, hélas, on arrive en fin d'émission. Bonjour André, bonjour Monsieur Mafizoli. Bonjour. Merci de me donner la parole. Voilà, j'aurais une question courte, Monsieur Mafizoli. Est-ce que vous ne pensez pas que l'homme, depuis une trentaine d'années, a simplement oublié d'être un homme, et que c'est pour cela d'être un père dans le
un sens vertical aussi, et à force de se laisser endormir petit à petit par des discours sur la part de féminité de l'homme et tout ce genre de choses, donc on en arrive à une société qui n'a plus de règles, qui n'a plus de valeurs, et des hommes qui n'ont plus conscience de leur devoir d'être homme et d'être père. Oui, Voilà. une société dévirilisée, dit Jean-Paul. Tout à fait. Disons que moi, je suis plutôt attentif au fait qu'il va y avoir retour de l'ordre naturel. Voilà. Hein. Et que c'est cela, hein, quand je citais Simone Veil, l'obligation, les devoirs, etc. Et on a quand même toute une série d'éléments qui montrent bien qu'au-delà du wokisme, pour le dire simplement, eh bien, de plus en plus, il y a cette espèce de retour, encore une fois, aux lois de la nature, hein, soyons clairs. Hein, c'est les lois de la nature et où chacun est à sa place. Hein, il ne serait pas mal de remettre... Voilà, c'est pas de l'égalitarisme, hein, mais au contraire des complémentarités. Absolument. Et c'est ça pour moi le personnalisme, ce que j'appelle, hein, encore une fois, le personnalisme communautaire. Voilà, remettre les gens à leur place, à leur vraie place, au bon sens du terme. Logique de l'assentiment, donc Lucien, et... Le temps des peurs. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. C'était Michel Maffezoli pour son livre Logique de l'assentiment aux éditions du Cerf et Le temps des peurs également aux éditions du Cerf. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.